Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Estelle qui nous racontera son parcours de travailleuse française qui a trouvé du travail en Suisse avant de devenir entrepreneur à son compte. Bonne écoute! Donc bonjour Estelle, merci d'avoir accepté de venir témoigner dans le podcast Changer pour mieux de ton expérience suisse qui rentre dans le cadre de nos épisodes spécial Suisse. Je vais te laisser déjà te présenter et puis ensuite on découvrira ton parcours, tes apprentissages et tes conseils du coup pour nos auditeurs qui ont envie d'aller travailler en Suisse. Bonjour Sophie et merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi c'est Estelle. Mon parcours, j'ai commencé par travailler en France en agence d'intérim après mon master RH et j'ai toujours voulu travailler dans un département RH à la base. Donc j'ai rapidement trouvé des offres d'emploi pour intégrer une entreprise et un vrai département. Et j'ai postulé plusieurs annonces. Une annonce, je me suis trompée, j'ai postulé en Suisse et le hasard faisant bien les choses, c'est comme ça que je suis rentrée dans le marché du travail en Suisse en fait. Donc tu n'avais pas spécialement envisagé de travailler en Suisse? J'avais pas envisagé que je travaillais en Suisse parce que faisant des ressources humaines et connaissant le droit du travail français, la paye française, etc., je m'étais dit je pourrais jamais travailler en Suisse, c'est pas du tout la même chose. Et puis en fait, si. Comme quoi, tout est possible. Et du coup, c'était donc en Suisse francophone ou dans une autre partie de la Suisse? Alors moi, c'est suisse germanophone parce que je suis côté Alsace. Donc je suis entrée en tant qu'assistante RH avec une partie de l'équipe des salariés qui étaient sur la base suisse et une petite équipe qui était également en France. Et donc j'étais embauchée pour pouvoir travailler sur les deux pôles en fait. Donc pour les Suisses, c'était peut-être d'ailleurs plus intéressant d'avoir un Français qui travaille en Suisse et qui connaisse le droit français plutôt qu'un Suisse qui connaisse rien du tout du droit français. C'était exactement la réflexion de ma manager à l'époque. Ils avaient essayé de trouver une personne de droit suisse qui puisse intégrer et gérer une équipe de vendeurs de droit français. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus simple dans l'autre sens. Donc du coup, j'imagine que tu parles du coup allemand couramment? Alors, je ne parle pas allemand couramment parce que l'entreprise était américaine, donc c'était de l'anglais. Mais je parlais un petit peu allemand et puis j'ai réappris un petit peu au fur et à mesure des années. Et du coup, quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivée sur ce marché? Déjà, est-ce que tu as déménagé là-bas ou est-ce que tu as fait les trajets? Et puis, quelles ont été tes impressions en arrivant là-bas? Alors moi, j'ai pas emménagé en Suisse. Je suis restée côté français, donc je suis ce qu'on appelle une frontalière. Ce qui a été très surprenant quand je suis entrée en tant que salariée et en plus en ressources humaines en Suisse, c'était le côté hyper dynamique du marché du travail. Il y a des annonces partout, ça bouge beaucoup. Mais aussi le côté, c'est pas l'Europe, donc permis de travail et compagnie, ou ça va faire arrêter à la frontière pour pouvoir passer, etc. Donc c'était vraiment un nouvel univers. Ouais, c'est ce que nous dit Jean Guillain dans l'épisode précédent sur le fait que travailler en Suisse, c'est pas travailler dans un département français, hein, c'est vraiment travailler à l'étranger et qu'il faut s'y préparer. C'est tout à fait ça. Vis-à-vis de la culture. Et à la culture, et puis selon où on est en Suisse germanophone, c'est pas la Suisse francophone, c'est pas la Suisse italianophone, donc c'est pas tout à fait les mêmes mentalités, la même culture, donc c'est vrai qu'il faut on intègre un autre pays. Et du coup, ça c'était ta première expérience de travail. Avant, tu avais eu des stages peut-être? Avant, j'ai travaillé en France en agence d'intérim en tant que recruteur, et j'ai fait des stages en France aussi avant pendant ma formation, mais c'était mon premier, on va dire, vrai poste en ressources humaines. Ouais, en RH. Quelle différence tu as du coup ressenti sur la manière de travailler et de recruter aussi peut-être en Suisse par rapport à la France? Alors, manière de travailler, moi j'ai travaillé plutôt dans des grandes entreprises, pas dans des petites entreprises familiales, donc j'ai aussi pas un parti pris, mais j'ai un point de vue qui n'est pas holistique.
Les premières grandes différences, c'est qu'on n'est pas aux 35 heures. La moyenne, c'est entre 40 et 42 heures par semaine. Donc il faut savoir que ça rajoute quasiment un jour de plus. Les vacances, entre 20 et 25 jours et pas de RTT ou de choses comme ça, donc ça change aussi. Et ce que j'appréciais en tant que travaillant dans les ressources humaines, c'était que le droit du travail était quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus de bon sens. Moins de bureaucratie, moins de jours calendaires, jours ouvrés, jours ouvrables, mais avec le retour où c'est quand même un pays qui est pro-employeur. Il faut le savoir. Après, en tant que recruteur, ce que j'avais pu remarquer, c'est qu'ils sont très basés, très focus sur les diplômes. C'est très important, le diplôme en Suisse, surtout pour les premiers emplois, les premiers postes ou les postes qui sont moins qualifiés. Le diplôme est important. La langue est très importante, surtout quand on n'est pas dans une entreprise internationale, il faut parler la langue locale. Donc l'allemand en germanophone, le français en francophone, l'italien de la dernière partie. Et puis, ce qui est particulier, c'est, comme on disait avant, c'est un autre pays, d'autres règles. Donc, pour avoir un permis de travail, c'est des fois très, très compliqué. Donc, la nationalité joue aussi beaucoup. Quand on est recruteur, c'est aussi une chose à laquelle on fait malheureusement attention parce qu'on ne peut pas recruter de n'importe quel pays. C'est plus difficile. Jean Guillain nous disait qu'il y avait une différence entre les ressortissants de l'UE et les non-ressortissants de l'UE. C'est ça, c'est plus facile pour les ressortissants de l'UE? On va dire que pour les ressortissants de l'UE, c'est quasiment automatique. Il n'y a pas de problématique particulière. Ceux qui ne sont pas ressortissants de l'UE, c'est un processus très très lourd qui incombe en plus à l'employeur. Et donc, il doit justifier par un énorme dossier, aide de motivation, justification, que c'est cette personne-là qu'il faut. Donc, sur les postes expertise, des postes niche ou de très haut niveau, ça passe. Mais les postes où il va y avoir beaucoup de monde déjà en Suisse ou en Europe sur le même secteur, c'est quasiment impossible. Et tu es resté combien de temps du coup en Suisse, travailler en Suisse? Alors moi, j'y ai passé 13 ans en tout. Dans la même entreprise ou dans plusieurs entreprises suisses? Dans plusieurs entreprises. J'ai fait 4 entreprises en tout en Suisse en 13 ans. Donc tout en Suisse, malgré finalement le fait que tu sois frontalière, tu es restée du coup 13 ans salariée en Suisse. Tout à fait. C'est pas un souci. Il y a des règles plus ou moins difficiles avant Covid, post-Covid, avec le télétravail, pas télétravail, parce que c'est pas les mêmes pays. Donc, c'est pas les mêmes règles de sécurité sociale qui s'appliquent ou d'imposition qui s'appliquent, mais ça n'a jamais été un souci. Et du coup, quel a été le plus grand défi que tu as eu en tant que responsable RH en Suisse? Et puis, comment tu l'as surmonté? Ma plus grande difficulté, ça a été de faire la différence entre ce qui était lié au droit du travail et ce qui était lié aux politiques internes de l'entreprise et aux accords internes. Pour pouvoir donner le bon conseil ou pour pouvoir accompagner les managers dans certaines transitions, ne pas savoir si c'était une spécificité de l'entreprise ou comme ça qu'on fait à minima dans le droit, c'était assez inconfortable. Je ne savais pas vraiment où me baser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes études et j'ai fait une formation pour avoir le niveau licence, on va dire, pour connaître le droit du travail, la sécurité sociale en Suisse, la paye, la gestion de même toute simple, une gestion de dossiers, combien de temps je garde les dossiers des salariés une fois qu'ils sont partis. Ce n'est pas les mêmes nombre d'années en France et en Suisse. Donc, pour avoir une bonne gestion et un bon accompagnement, je me suis formée. Ça, c'était vraiment, et ça a été un vrai plus. Après, pour être, pas forcément pour trouver du travail ailleurs, mais vraiment pour être moi plus assurée dans mon quotidien. Ouais, donc les spécificités suisses ont fait que il a été nécessaire, en tout cas voilà, pour être crédible et puis pour être à l'aise avec ton job, de te former quand même aux règles suisses, quoi. Oui, tout à fait. Et dans des postes que j'ai eus ensuite où certains RH s'occupaient de populations suisses mais n'avaient pas d'expérience, de connaissance du droit, c'était plus compliqué pour eux de pouvoir donner des fois un bon
un bon conseil dans certaines situations parce que en fait, comment on fait en Angleterre ou comment on fait en Espagne, c'est pas pareil que comme on fait en France ou en Suisse ou ailleurs. Et, et c'était un vrai. Et j'ai vu que c'était un vrai plus en fait pour moi d'avoir eu euh, cette formation et du coup d'avoir pu mettre en pratique et d'avoir plus de crédibilité, d'être plus à l'aise en fait dans mon quotidien. Et comment tu t'y es pris pour faire cette formation? Parce qu'en France, on a le CPF, on a la possibilité de faire un projet de transition pro. Est-ce que c'est ton recruteur de l'époque qui te l'a payé? Comment ça se passe la formation en Suisse? Alors, il n'y a pas d'obligation de formation en Suisse. Les entreprises vont faire des formations pour plus dans le cadre de retenir les gens et développer les gens, mais pas parce qu'il y a une obligation légale. J'ai eu la chance que mon employeur m'a payé ma formation. Sinon, j'aurais dû me la payer moi-même. Je l'ai faite en distanciel parce que comme je ne peux pas la faire en allemand, c'est un petit peu trop, un peu trop technique. Je l'ai fait en français et je ne pouvais pas aller toutes les semaines dans l'école francophone, donc je l'ai fait à distance avec le soutien de mon employeur qui me permettait aussi d'avoir des moments, des fois, de partir un peu plus tôt pour pouvoir faire des tests ou des choses comme ça en parallèle. Donc j'ai eu la chance d'avoir un vrai soutien de mon manager à ce moment-là. Ok, donc ouais, chapeau. Donc c'est bien d'avoir pu reprendre comme ça. C'est quand même assez lourd. Ça a duré quoi? Un an du coup, niveau C'est, licence? oui, c'est quasiment un an avec. Alors ça existe en présentiel, hein. Donc il y a aussi, on va en cours soir ou week-end, et puis on a des moments comme ça avec des professeurs et on peut poser des questions. Moi malheureusement c'était du distanciel à 100% avant qu'on ait en place vraiment toute la structure post-Covid. Donc c'était des bouquins et c'était débrouille-toi. Il Ouais. fallait vraiment une discipline pour faire ça. Mais quand on est si j'avais été sur Genève, Lausanne ou dans le coin, j'aurais été en présentiel en fait. Ça aurait été beaucoup plus. Le rythme aurait été plus agréable et puis il y aurait eu aussi poser des questions plus facilement et comprendre parce que il y a des fois des termes qui sont pas les mêmes qu'en France pour dire la même chose, donc il faut traduire aussi Ouais, c'est français à ça, français. c'est ça. Et toujours sur ton expérience suisse, après ton grand défi, qu'est-ce qui t'a au contraire agréablement surprise dans la culture du travail suisse? Alors tu disais que les règles du travail étaient plus simples, c'était plus du bon sens, même si on entend qu'il y a quand même une vision un peu pro-entreprise. Qu'est-ce qui t'a agréablement surprise en plus de ce que tu nous as déjà dit? Moi, c'est vraiment le pragmatisme qui m'a vraiment agréablement surpris et beaucoup moins de temps administratif qu'en France. Il n'y a pas une réunion à organiser tous les 3 semaines parce que maintenant il y a ça à mettre en place ou ce projet à faire parce que c'est la nouvelle loi qui sort, etc. Donc c'était vraiment plus du bon sens et pragmatique. Ça a vraiment été le jour et la nuit, parce qu'on n'est pas formé à ça de l'autre côté du Rhin. Après, ce qui est aussi, j'ai bien aimé, c'est peut-être parce que j'étais dans ces entreprises-là, mais il y a il y a une vraie culture aussi du pays qui ressort dans l'entreprise. Donc ça a toujours été très agréable, très sportif, très équilibre vie pro était quand même plus présente et beaucoup de choses à l'extérieur. Donc entre midi et deux, tu peux facilement avoir des gens qui vont courir, qui vont faire du sport, qui vont aller nager, puis qui reviennent après. Enfin, c'est assez courant. Ah, c'est marrant parce qu'ils travaillent plus par semaine et ils arrivent quand même à avoir peut-être un meilleur. Enfin, ils travaillent plus en théorie parce que c'est vrai que les forfaits jours en France, 40-42 heures, je pense pas qu'on soit très loin. Voilà. Euh, et du coup, ouais, ils arrivent à avoir cet équilibre vie privée, vie pro, du coup. C'est un peu le truc où, même pour le déjeuner, je veux dire, on n'est pas sur un petit sandwich sur un coin de table avec l'écran encore au milieu, on fait une pause. Donc il y a aussi ce côté où il y a une vraie déconnexion qui se fait à midi et je trouve ça chouette en fait, d'avoir ça me perturbait moins, moi, qui venais de France avec ma pause à midi habituelle, on va dire, et de me dire, ben, je peux garder ce rythme, alors qu'en Angleterre, par exemple, c'est pas du tout ça, Oui. on mange un truc vite fait, et c'était pas du tout pour moi. Là, j'étais contente de me dire, tiens, ça change pas trop, et puis je peux avoir un vrai déjeuner, une vraie pause pour souffler, parler d'autres choses, et ensuite, je reviens pleine d'énergie pour mon après-midi, et ça, c'était chouette.
Pour les personnes que tu as pu voir postuler en Suisse, travailler en Suisse, en plus tu étais en RH, est-ce que tu as comme ça un petit florilège des erreurs courantes que tu as pu observer à ne pas commettre? Petit florilège. Je dirais en général, c'est surtout, outre le fait qu'on se prépare à l'entretien pour le poste et l'entreprise, c'est ne pas avoir ne serait-ce que fait quelques recherches sur comment fonctionne le pays ou comment fonctionne le canton où je vais, parce que c'est par canton aussi, hein, le canton où je vais potentiellement travailler, parce que les règles sont différentes. Donc c'était vraiment des fois des gens, mais des surprises. J'ai des animaux et puis je dois venir déménager, mais j'ai une quarantaine, comment ça se passe? Je ne sais pas, je suis pas experte en importation d'animaux de compagnie, mais c'est des choses où les gens ne pensent pas, bah oui, on passe une frontière. C'est vraiment ça. Après, je dirais, c'est vraiment aussi le côté la langue. Si c'est une entreprise qui est très germanophone ou très familiale, côté germanophone, ce sera très très en allemand. Et ou en suisse allemand, si on a encore plus. Donc c'est important de parler au moins une langue du pays ou de la région où on va. Même s'ils parlent très bien anglais, qu'il n'y a aucun souci. Les gens, enfin, dans les entreprises, on parle aussi beaucoup dans l'entreprise la langue locale. Donc c'est important, si on veut bien s'intégrer, de pouvoir parler la langue de la région de Suisse où on vient. Ça, c'est vraiment les choses que j'ai pu remarquer qui ont, je dirais, pas bloqué à l'emploi, mais qui ont plutôt bloqué après pour s'intégrer dans l'entreprise, s'intégrer dans le pays, surtout quand on vient d'un autre pays, qu'on déménage pour vivre pas trop loin de son travail, parce que quand on est près de la frontière, c'est facile, mais si on est au plein milieu de la Suisse, on peut pas être frontalier. Donc là, pour s'intégrer, c'est quand même... c'est pas juste un poste, c'est pas juste un travail, c'est toute une vie qui change. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et y compris d'ailleurs les enfants à ne pas négliger, parce que parfois nous, on parle la langue, l'allemand par exemple, mais les enfants, bon, en fonction de leur âge, ils ont une appétence plus ou moins forte pour l'allemand. Il y a ça, mais en même temps, l'école sera forcément en allemand. Donc, eux vont apprendre l'allemand, faire les devoirs en allemand, et les parents ne peuvent pas suivre. Ouais. Donc, c'est aussi un peu plus difficile. Ouais, donc à ne pas sous-estimer Non. ces éléments-là. Surtout si on n'est pas frontalier. Si on est frontalier, à la rigueur, c'est moins gênant parce qu'on rentre dans son pays le soir et puis on continue sa vie au quotidien. Mais si on déménage dans le pays, en Suisse, il y a tout le côté familial, tout ce côté-là qu'il faut prendre en compte également quand on choisit son entreprise ou quand on choisit son poste, parce que ça a plus de conséquences. Toi, dans les entreprises où tu as travaillé, comme tu étais frontalière, j'imagine qu'elles n'étaient pas très loin de la frontière. Il y avait quelle proportion de frontaliers par rapport aux Suisses habitants en Suisse? Beaucoup. Disons que sur toute la bordure entre la France et la Suisse, donc que ce soit côté alsacien ou plus dans le sud vers Genève, il y a une grosse partie de travailleurs qui sont frontaliers. J'ai envie de dire, si on prend l'exemple de certains hôpitaux, il y a plus de personnes frontalières que de personnes suisses dans l'hôpital. Donc c'est vraiment une proportion importante. En même temps, c'est les gens qui sont formés, qui sont qualifiés, et bah faut pas se mentir, le revenu de la vie, le coût de la vie est plus important en Suisse, les salaires sont plus importants. Les gens choisissent le même métier, je suis infirmier en Suisse ou en France, le choix est vite fait. C'est ça. Donc il y a ça aussi qui joue beaucoup pour tout ce qui est frontalier. C'est c'est une réalité. C'est une réalité. Toi, tu ne travailles plus en Suisse actuellement? Non, tout à donc fait. tu es à ton compte? Je suis à mon compte, oui. Est-ce que ça a été compliqué du coup de revenir dans un système, après 13 ans passés dans un système de rémunération suisse, de protection sociale suisse, etc. Est-ce que c'est compliqué après de se réadapter aux rémunérations françaises? Alors même si toi du coup tu as changé de statut, donc c'est pas exactement pareil, mais voilà, aux rémunérations françaises, à la protection sociale française, etc. Faut anticiper. C'est certain qu'il faut anticiper. Je dirais pas pour la sécurité sociale parce que on a des accords franco-suisses pour l'assurance maladie, donc on est traité de la même manière.
Au niveau des impôts aussi, on est de toute façon imposé en France, donc ça ne joue pas. Mais il faut pouvoir effectivement anticiper de se retrouver avec un changement de statut, c'est certain. Financièrement, c'est une grande différence. Je pense que le plus difficile, c'est tout ce qui est administratif, parce que c'est vraiment complexe de passer de l'un à l'autre, parce que c'est pas juste, comme en France, je change d'employeur, je donne mon RIB à quelqu'un d'autre, et puis tout suit. Là, il faut fermer son fonds de pension, il faut faire son assurance maladie, il faut s'inscrire de l'autre côté, prévenir qu'on revient. Donc, il y a toute une grosse démarche administrative qui peut être un peu lourde et un peu longue. Il faut être prudent quand on part à bien prendre en compte les spécificités du pays dans lequel on va, donc la Suisse là en l'occurrence, mais il faut aussi, quand on prépare son retour, le préparer et pas Tout à fait. négliger la lourdeur parfois administrative et les impacts aussi financiers que peut avoir le retour au pays, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Après, il y a des avantages à combien dans les deux cas. L'air n'est pas plus verte ailleurs, c'est une autre nuance de vert, comme je dis. Mais il faut préparer. On part pas en vacances. Ouais. Je la garde comme punchline, c'est vachement bien. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est juste une autre nuance de vert. J'adore. C'est cadeau. Ça va sortir sur les réseaux, ça. C'est cadeau. Et donc, oui, c'est intéressant. Et du coup, toi, en plus, tu étais RH et en plus, donc salarié, mais quelles compétences, attitudes font la différence quand on veut être recruté en Suisse? C'est quoi les compétences techniques ou comportementales qui sont particulièrement appréciées en Suisse par les recruteurs? J'ai entendu les diplômes qui étaient importants aussi. Alors, technique, ça va forcément dépendre du métier pour lequel on postule, mais il faut avoir l'expérience et idéalement, pour beaucoup de métiers manuels, ils favorisent beaucoup l'apprentissage. Donc, c'est très, très valorisé et beaucoup de jeunes, en fait, font un apprentissage parce que ça leur donne beaucoup d'expérience et de compétences techniques assez rapidement. Après, c'est plutôt en termes on va dire, de soft skills. Il vaut mieux être sincère et franc. C'est vraiment plus montrer qui on est vraiment à son employeur, ce qu'on a fait, et puis ce qu'on peut apporter à l'entreprise, parce que c'est pas uniquement ce que l'entreprise peut nous apporter, mais c'est un vrai échange. Je dirais montrer qui on est et être franc sur ça. C'est important. L'authenticité, du coup, Oui. comme compétence importante à avoir. Ouais. C'est ça. C'est une des principales, je dirais surtout côté germanophone. Qu'est-ce qui t'a décidé à revenir en France, enfin à revenir, tu n'étais pas jamais partie, mais en tout cas à remettre ton curseur professionnel en France? Elle n'est pas prévue celle-là, il faut que je fasse un petit peu. Non, c'est vrai qu'elle n'était pas prévue. Les aléas, les hauts et les bas en entreprise, mon parcours professionnel tout simplement fait que je me suis orientée à un moment donné plus sur une approche business partner dans le sens vraiment pur business et pas généraliste. Et du coup aussi avec plus une option, une facette plus coaching. Donc je suis partie sur vraiment ce genre vers cette évolution de carrière. Et à un moment donné, ça a été clair pour moi que le travail opérationnel ne m'intéressait plus. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment la partie plus stratégique, plus développement, plus formation, coaching, etc. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'inscrire dans une formation certifiante. L'année dernière, je serai, si tout va bien, certifiée au mois d'avril à Pâques, croisons les doigts. Et en fait, ça a fait une sorte de logique, en fait, de dire, maintenant, c'est le moment pour moi. J'ai coché toutes mes cases de ce que je voulais faire professionnellement en tant que salarié. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire autre chose en tant qu'indépendant. Allons-y, tentons la chance. Tentons l'expérience. En quoi ton expérience en Suisse te donne peut-être un avantage supplémentaire ou en tout cas une corde à ton arc que d'autres n'auraient pas? En quoi ça t'a aidé cette expérience en Suisse? L'expérience que j'ai eue m'a aidée parce que j'ai pu évoluer professionnellement de manière vraiment intéressante, que j'aurais pas forcément pu évoluer comme ça en France, je pense.
Il y a aussi toute la partie où j'ai fait plusieurs entreprises différentes avec différents types de cultures, différentes mentalités. J'ai travaillé en Suisse germanophone, en Suisse francophone, des entreprises de différentes tailles, de différents business. Et de pouvoir avoir cette expérience, de pouvoir avoir aussi cette visibilité sur du leadership que j'aurais pas eu forcément si j'étais restée près de chez moi en France. J'aurais pas eu cette opportunité de travailler avec des chief officers ou des senior directors. Ça aurait été pas possible ou très difficilement possible, j'imagine. Là, ça a été vraiment, je pense, une chance. Et cette visibilité que j'ai eue m'a permis d'essayer des choses, d'expérimenter un peu et de me dire, en fait, mes problématiques là sont les mêmes, peu importe le pays. Donc l'expérience que j'ai pu acquérir et les gens avec qui j'ai pu être en discussion, en interaction, m'ont permis de me rendre compte que j'ai ce même type de population un peu partout et d'avoir vu ça. C'est quoi la question? C'était en quoi ton expérience en Suisse est un atout en fait, en quoi ça, mais en fait une ouverture d'esprit et puis du coup le fait d'avoir pu côtoyer peut-être un certain type de fonctions auxquelles tu n'aurais pas eu accès en France, peut-être aussi à cause de sa bureaucratie aussi qui est parfois présente. La bureaucratie en France est vraiment lourde et alors peut-être que je me trompe, j'en sais rien, je ne saurais jamais, mais l'avoir été en Suisse, d'avoir pu rencontrer, être au contact de personnes qui ont des postes très hauts dans la hiérarchie, ça m'a permis d'être confrontée aussi à un autre discours, à d'autres problématiques qui font qu'aujourd'hui, on me parle de business partnering, on me parle de finance, on me parle d'operations, on me parle de leadership, de stratégie. Je comprends ce que c'est et je suis à l'aise avec ce vocabulaire et puis ce qui se cache derrière. Je serais restée en France avec le côté plus bureaucratique, opérationnel, plus lent. J'aurais peut-être pas eu cette possibilité-là. On ne saura jamais. Mais voilà, c'est ça. moi, aujourd'hui, j'estime que voilà, c'était ma chance de pouvoir avoir cette expérience et de pouvoir mettre ça en avant maintenant dans mon entreprise. Et justement, c'est quoi actuellement tes projets professionnels? Donc, tu es donc en cours de certification d'ici le mois d'avril à ton compte. Ça sera quoi ta cible? Ça sera quoi tes produits? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du coup de tes projets? Ou c'est encore top secret? Non, c'est pas top secret, volontiers. Donc, mon entreprise s'appelle The Talentist parce que je me concentre sur les talents. Et les talents, souvent, c'est les ressources humaines. On appelle ça l'équipe, département des talents, etc. Et moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est toute l'évolution qu'on peut avoir quand on rentre en ressources humaines et qu'on n'a pas forcément d'expérience avant ou d'éducation dans le domaine. Donc, ça peut être, on va faire du recrutement, on va faire de la formation, on va faire un peu d'administratif. Puis un jour, on veut devenir plutôt généraliste. Donc, comment passer de l'un à l'autre? Et puis un jour, on est généraliste, on veut être chef d'équipe. Comment on passe de je suis dans l'équipe à je gère l'équipe maintenant? Et puis un jour, on dit tiens, je voudrais faire de la stratégie. Comment je passe manager à head of, directeur, etc. Avec toute cet état d'esprit dans le business partnering, il faut passer de l'opérationnel au stratégique. Il faut changer à un moment donné de casquette et de vocabulaire. Et il faut parler le vocabulaire du business. Et il n'y a pas d'école pour ça. Soit on a la fibre business en soi, soit on l'a pas. Et si on l'a pas, il faut trouver des pistes pour la développer parce que c'est ce qui apportait de la valeur ajoutée aux ressources humaines dans le business. Et on ne sera pas vu juste comme un centre de coût ou comme une énième initiative RH à mettre en place et qui va saouler tout le monde. Non, c'est qu'il y a une vraie raison, il y a une vraie réflexion, il y a un vrai apport, un vrai retour sur investissement derrière qui s'opère, mais pouvoir le vendre. Et en fait, c'est toute cette transformation que je propose. Alors, pas en programme, parce que c'est pas une formation diplômante, mais en coaching, avec justement comment je passe de recruteur à généraliste, comment je prends une équipe en main pour la première fois et comment je délègue, comment je gère les gens qui étaient mes collègues avant et qui maintenant me reportent, comment je
deviens crédible auprès du leadership team et que j'ai une vraie place à jouer, un vrai rôle à jouer, une vraie chaise à la table et que c'est justifié. Donc, c'est des programmes de coaching à différents niveaux de la carrière d'un business partner, grosso modo. Ok, c'est très clair. Du coup, les personnes qui font appel à toi, ce sont plutôt les personnes elles-mêmes ou les entreprises parfois qui repèrent un talent et qui se disent, bah tiens, il aurait besoin d'être accompagné, je vais appeler Estelle, elle va nous aider. C'est les deux. Je peux avoir des personnes qui vont individuellement me dire je veux pas que l'entreprise le sache pour différentes raisons et on le fait en particulier. Et des fois, c'est les entreprises et on fait un coaching plus spécifique sur une personne qui a été identifiée talent ou qui a été identifiée comme ayant besoin d'un accompagnement parce que c'est une grosse transition. Ou même dans du coaching d'équipe, dire voilà, mon équipe, je viens de l'apprendre, ça part un peu dans tous les sens, on communique plus, on se parle plus, ça marche pas, remettre de la cohésion, du sens, de la motivation dans l'équipe. Donc c'est les deux bols. Et ta zone d'intervention, c'est toute la France, c'est la France et la Suisse, c'est la France, l'Allemagne et la Suisse. C'est le monde. C'est l'Europe, niveau européen. Ok, donc de toute façon, je mettrai en ressource du podcast le lien vers ton profil LinkedIn et puis ton site internet, si tu en as. J'en ai un. Donc voilà, je mettrai les ressources comme ça. Si des personnes sont intéressées aussi, voilà, pour se faire coacher, ils sauront à qui s'adresser. Et si en plus ils ont envie de se faire coacher parce qu'ils ont une envie d'aller en Suisse, ils peuvent en plus peut-être. Tout à fait. Et donc justement. Pour conclure, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui envisagerait de travailler en Suisse, soit en étant frontalier, soit en s'installant en Suisse, quel serait ce conseil, sachant que peut-être que ce n'est pas le même conseil que tu donnerais à un frontalier qu'à quelqu'un qui s'installe en Suisse? Je dirais ne négligez pas les agences d'intérim ou les cabinets de recrutement qui sont très actifs et qui ont beaucoup de connaissances du marché. Aller s'adresser finalement aux cabinets de recrutement et aux agences d'intérim. Oui, ça c'est complémentaire, mais ne pas négliger ça, parce qu'ils sont vraiment sur le territoire, souvent c'est par canton ou par région, donc ils sont vraiment, ils vont dire, moi sur ce canton-là, j'ai pas ce type de poste, mais mon collègue, il va en avoir plus là-bas. Est-ce que vous êtes prêt à déménager ou à vivre ou à faire des allers-retours s'il y a un poste là-bas? Donc, ils ont vraiment un réseau, ils ont vraiment un maillage, un réseau dans le pays. Très bien. Et donc, tiens, pour terminer, alors peut-être comme je ne te l'ai pas mise là, tu ne l'as peut-être pas préparée, tu ne l'as peut-être pas en tête, des questions pièges. C'est, est-ce que tu as un livre, un ouvrage ou un film, si tu n'as pas d'ouvrage qui viennent, à conseiller aux auditeurs, que ce soit pour mieux se connaître, mieux changer de posture, ou alors pour mieux connaître la Suisse peut-être, enfin voilà, un ouvrage que tu as envie de leur conseiller. Ah oui, ça, j'ai pas vu venir. Ouais. Alors, il y a beaucoup de ressources en ligne pour les frontaliers ou pour les personnes qui veulent s'installer en Suisse. Je peux t'en passer quelques-unes. Tu peux les mettre en lien du podcast si besoin. Alors, rien à voir directement avec le travail en Suisse, le recrutement, etc. Mais j'ai travailler avec le sketchnoting. Et en fait, ça a été une révélation parce que je faisais déjà un peu ça d'une manière pas structurée avant. Alors, je fais pas des beaux dessins comme moi, ils font des dessins, c'est pas, voilà. Mais pour structurer mes idées ou pour même dire, voilà, je veux rentrer en Suisse, à quoi je dois penser? Pour moi, de mettre des grands visuels, icônes, des visuels, des listes, etc. Ça a été, ça m'a beaucoup aidé pour moi, pour mon entreprise, pour mettre en place et penser à plein de choses. Et en fait, dans la vie au quotidien, je trouve que c'est hyper sympa et hyper pratique. Moi, je suis visuelle, donc j'ai vraiment besoin de quelque chose qui tout de suite, je comprends. Et en fait, le sketchnoting a été une révélation. Alors, je suis jamais à la mode. De toute façon, ça fait 20 ans que ça existe et tout le monde fait ça et je suis la dernière. Mais j'ai trouvé que c'était hyper pratique.
Ouais, mais je t'avoue, moi aussi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'ai commencé à me créer. J'ai acheté à Action un petit carnet de dessin et j'ai commencé à me créer mes petits pictogrammes pour pouvoir utiliser parce que je manque un peu d'inspiration. Donc, j'ai besoin d'avoir un dictionnaire de pictogrammes pour que ça me vienne. Bon, j'en suis restée là. Pour le moment, j'ai quelques pictogrammes que j'ai dessinés. Mais c'est vrai qu'en effet, moi, je suis impressionnée notamment quand on est dans l'animation de réunion ou l'animation de formation, tout en sketchnoting. Comme ça. Enfin, du coup, c'est du sketchnoting aussi. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Où du coup, ça permet de synthétiser la formation ou la réunion visuellement. Et voilà, c'est moi un de mes objectifs à moyen terme un jour. Je le fais aussi dans ma formation où par thème, je vais faire un résumé en fait d'une approche coaching particulière et du coup c'est sur une page, sur 2 pages, j'ai le condensé de ce que je voudrais retenir et donc c'est très intéressant. Et je trouve que alors je ne suis pas à faire des pictogrammes maison par personnel, moi c'est vraiment très basique, mais ça me va très bien et c'est vrai que quand on est visuel, je trouve que ça aide bien. Eh ben, je le mettrai en ressources parce que c'est un outil transversal qui peut servir Tout aussi à fait. pour aller travailler en Suisse. Tout à fait. Quel que soit le projet, voilà, ça peut servir. Bon, super. Mais écoute, merci beaucoup pour ton partage d'expérience et peut-être qu'un jour tu reviendras sur le podcast pour nous parler coaching, changement de posture, etc. Avec plaisir. Une autre casquette. Merci beaucoup. Casquette, tout à fait. Merci Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Au prochain épisode.